Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Coopération militaire algéro-russe, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu ce matin au siège de l'état-major de l'ANP une délégation russe présidée par Dimitri Choukarev. Les détails dans un instant. Comment attirer les investissements étrangers? Comment négocier des contrats à l'international? C'est le thème d'une rencontre organisée ce matin par le Conseil économique, social et environnemental à Alger. Les détails tout à l'heure. Dans la journée internationale de lutte contre la désertification, il est question de relancer le barrage vert et rationaliser la consommation d'eau. Nous irons à Boufalik pour voir comment une plateforme numérique aide les agriculteurs à économiser leur consommation. Et puis destination Oran qui s'apprête à accueillir les Jeux méditerranéens sur place. Le stade olympique attire tous les regards. Il va accueillir un match test ce soir à partir de 20h45. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu ce matin au siège de l'état-major de l'ANP une délégation russe présidée par Dimitri Choukarev, chef du service fédéral de la coopération militaire et technologique de la Fédération de Russie et coprésident de la commission gouvernementale algéro-russe chargée de la coopération militaire et technique. La rencontre s'est déroulée en présence du chef du département approvisionnement et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale pour la partie algérienne et pour la partie russe de l'ambassadeur de la Fédération de Russie, ainsi que le directeur général de la société Rosob en export et les membres de la délégation russe. Les discussions ont porté sur les différents aspects de la coopération militaire et technique, ainsi que sur les voies et moyens de leur développement, leur diversification et leur renforcement. En conférant donc à cette coopération un plus large contexte dans les secteurs d'intérêt commun en matière et maintenir toujours au niveau du partenariat stratégique qu'entretiennent les deux pays. À la fin de la rencontre, comme on vient de le voir, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que Dimitri Choukarev signe le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Ce communiqué maintenant du ministère de l'Intérieur, après aval du président de la République, il a été mis fin aujourd'hui aux fonctions du Walid Bachar Mohamed Belkateb pour défaillance et manquement à ses missions. Dans les réactions des partis politiques après les législatives du 12 juin, le président du mouvement Al-Bina, Abdelkader Bengrina, a rappelé aujourd'hui que ces élections ont permis de redonner au Parlement sa crédibilité. On l'écoute. Nous allons travailler avec tous nos partenaires politiques afin de faire en sorte que ce nouveau Parlement pluraliste ait un rôle actif et qui soit au service du peuple pour opérer un réel contrôle de l'action du gouvernement, notamment pour ce qui est du développement du pouvoir législatif et de la promotion de la diplomatie parlementaire répondant à une vision réformiste et ancrer les bases d'un état de droit et de justice qui aspire à concrétiser le bien-être social et un véritable développement économique. Le ministre du Commerce Kamal Zig a affirmé aujourd'hui que l'Algérie allait de l'avant vers l'accession à l'Organisation mondiale du commerce selon des démarches bien étudiées, soulignant que cette instance offrait de meilleures opportunités pour la relance économique nationale. Une déclaration faite en marge de sa participation aux travaux de la réunion des ministres de l'Union africaine chargés du commerce avec l'OMC, tenue par visioconférence. Et en parlant de commerce international, cette question ce soir, comment attirer les investissements étrangers, comment négocier des contrats à l'international, c'est le thème d'une rencontre qui a été organisée ce matin par le Conseil économique, social et environnemental à Alger. La rencontre a regroupé plusieurs experts et des représentants d'entreprises publiques et privées. Reportage de Bedia Amarti. L'importance de rédiger soigneusement les contrats des entreprises algériennes avec leurs partenaires étrangers a été mise en exergue par les experts présents à ce séminaire. À travers cette rencontre, le CNES veut mettre entre les mains des entreprises les outils nécessaires pour éviter tous les litiges pouvant survenir à l'avenir.
le souhait du CNES, c'est d'encourager le gouvernement algérien à travers bien sûr, tous les représentants de l'État algérien, que ce soit ministère ou même représentants d'autres publics économiques, donc d'adopter ce type d'instruments qui protègent notamment la partie algérienne et aussi qui protègent et qui incitent la partie algérienne donc, à stabiliser par exemple ses textes, sa législation, ne pas recourir à l'arbitrage par défaut, favoriser la conciliation, la médiation dans la résolution des litiges et de conflits liés à l'investissement et surtout s'ouvrir davantage sur le monde. Plusieurs entreprises nationales ont eu recours à l'arbitrage international. Nombreux procès ont été gagnés. Mais pourquoi une entreprise arrive à un arbitrage international ? Les contrats sont mal rédigés. On ne fait pas appel aux experts, on ne fait pas appel aux professionnels. Même en interne, on n'associe pas, si vous voulez, les différentes composantes de l'entreprise. Il le faut. On ne peut pas s'intéresser uniquement au prix, au délai, à la qualité, si on ne s'intéresse pas aux clauses. Sonatrach a connu, je crois, un peu plus de 80 arbitrages internationaux. Et au niveau du CIRDI, si vous voulez, l'Algérie a gagné pratiquement la moitié de ces arbitrages, ce qui est pas mal. Les experts préconisent des solutions pour éviter de tomber dans ces situations de litige qui touchent l'économie nationale. Il faut des moyens financiers importants. C'est pour ça que je dis qu'il faut une réflexion globale, peut-être même créer une sorte d'institution nationale pour prendre en charge à l'avenir. Cette rencontre fait partie d'une série de séminaires prévus par le CNES. Une opportunité pour approfondir la réflexion sur la question des accords et contrats d'investissement et le règlement des différends liés aux engagements juridiques. Les destinations auront maintenant qui s'apprêtent à accueillir les Jeux méditerranéens dans presque une année. Sur place, le stade olympique attire tous les regards. Comme vous pouvez le voir, il a été inspecté cet après-midi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sedali Khaldi. Ce stade va accueillir un match test ce soir à partir de 20h45. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous notre envoyé spécial sur place, Saïd Fellak. Saïd, bonsoir. Vous êtes en compagnie du directeur général de ce stade olympique. En effet, Kamal, bonsoir. Ça y est, on y est. Le grand stade olympique d'Oran est enfin là, prêt à accueillir donc les matchs, notamment ceux de l'équipe nationale. Et ce soir, avec cette première rencontre donc, pour l'équipe nationale des locaux face au Libéria, donc la première sortie amicale pour Medjid Bouguera à la tête de cette sélection. Et ça sera donc dans ce stade exceptionnel. On est très heureux donc de pouvoir travailler, de pouvoir un petit peu apprécier cette enceinte. Avec moi, justement, Monsef Merabet, le directeur général du complexe olympique d'Oran. Monsieur Monsef, on y est, on est content, tout le monde est content, l'Algérie est contente de pouvoir un petit peu compter sur cette enceinte, ce joyau. Et il est enfin là donc, pour abriter cette première rencontre, disons un match inaugural ce soir entre l'équipe nationale A-Prime et celle du Libéria. Tout est prêt pour cette partie. Oui, un joli stade, une très jolie infrastructure de la jeunesse, des sports, qui viennent pour renforcer le parc infrastructurel national. C'est normal, ça c'est dans plusieurs wilayas et on est très content d'avoir assisté à l'achèvement presque des travaux de l'unité du complexe, du complexe de l'unité du stade de football, avec la piste et d'autres commodités aussi. C'est pour garantir bien sûr un très bon déroulement sans problème du match qui va se dérouler dans à peu près une heure contre l'équipe nationale A-Prime face à Libéria. Et pour le complexe, bon, nous assistons maintenant, nous sommes dans l'unité de football, de stade de football qui comporte bien sûr toutes les commodités qui sont homologuées
d'accord, homologué. Ce stade olympique contient d'éclairage public, des deux tableaux électroniques, plus toute autre prestation qui rentre dans le cadre du bon déroulement, c'est-à-dire qui va nous permettre d'assister à un très bon match de foot. Tout est là, toutes les conditions sont réunies pour ça. Quant au complexe, il y a d'autres annexes, qui seront achevées d'ici à la fin de l'année, d'après les services de la direction de l'équipement public de la Wilaya, qui vont être mises à la disposition des jeunes. Il s'agit du complexe nautique qui contient 3 bassins, 2 bassins olympiques et l'autre olympique découvert, plus une salle OMS qui contient plus de 6 000 sièges spectateurs. Et il y a aussi à côté le stade d'athlétisme de 4 200 places. Et tout ça sera donc prêt, Monsieur Monsaf, pour les Jeux méditerranéens, donc prévus l'année prochaine dans la ville. Oui, dans la ville de Rome. Merci à votre invité également pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous, Doran Saïd Fellak, avec votre invité Monsaf Merabet, directeur général du Stade olympique d'Oran. Et nous suivrons ce match aujourd'hui à partir de 20h45 pour découvrir ce beau stade. Dans l'actualité de ce jeudi, plus de 642 000 candidats ont passé aujourd'hui leur examen du BEM. Parmi eux, 16 000 candidats libres répartis sur 2585 centres d'examen. Un examen qui s'est déroulé dans le respect du protocole sanitaire. 4103 détenus ont également pu passer leur examen. Et après les épreuves du BEM, place aux épreuves du baccalauréat. Et se déroulant toujours dans le respect du protocole sanitaire, que risquent les étudiants et les enseignants en cas de triche ou de non-respect des règles en vigueur? Le code pénal, adopté en avril 2020, criminalise les auteurs des fraudes et de la triche durant les examens. Les détails avec le procureur adjoint près le tribunal de Bir Mourad Raïs. Commentaire signé Amel Bouakba. La fraude aux examens, un phénomène de plus en plus fréquent dans notre pays, qui a pris de l'ampleur avec l'avènement des réseaux sociaux, ce qui a poussé les autorités à adopter des sanctions pénales. Depuis l'année dernière, la triche aux examens est considérée comme un délit puni par la loi 2006 du 28 avril 2020. Les nouvelles dispositions du code pénal prévoient ainsi de lourdes peines à l'encontre des auteurs de triche et de fraude durant les examens, notamment le baccalauréat. Ces derniers sont passibles de peines d'emprisonnement allant d'1 année à 15 ans de prison. L'atteinte à l'intégrité du baccalauréat en diffusant ou en divulguant avant ou pendant les examens, les questions ou les corrigés des sujets est passible d'une peine d'1 année jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 dinars à 300 000 dinars. Est passible de la même peine celui qui se substitue à la place d'un autre candidat lors des examens. Le code pénal criminalise également toute personne impliquée dans la fuite des sujets d'examen, notamment les personnes chargées de l'encadrement et de la supervision des épreuves. Si les actes d'atteinte à l'intégrité du baccalauréat sont commis par les personnes chargées de préparer, corriger, d'encadrer ou de superviser l'examen, la peine sera un emprisonnement de 5 ans jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ou une amende de 500 000 jusqu'à 1 million de dinars. Si les actes d'atteinte ont par conséquence l'annulation totale ou partielle de l'examen, la peine est une réclusion criminelle de 7 ans à 15 ans et une amende de 700 000 dinars à 1 500 000 dinars. Il faut savoir enfin que toute tentative d'atteinte à l'intégrité des examens est punie par la même peine prévue par le délit consommé, en plus de la confiscation des instruments utilisés lors de l'infraction. Dans la journée internationale de lutte contre la désertification, on vous parle de ce projet titanesque, le barrage vert. Il est de nouveau à l'ordre du jour. L'Algérie compte en faire un rempart contre l'avancée du désert. Est-ce possible? Avec quels moyens? Réponse avec Abdelmajid Benkassi. Stopper la désertification avec le lancement de l'initiative nationale pour la réhabilitation et l'extension du barrage vert. Cela en plus d'un projet de proposition de financement du Fonds vert climat. Le coup de starter a été donné depuis Msila et c'est toute une stratégie de lutte contre la désertification à l'horizon 2035 qui a été mise en place avec comme objectif la conservation et la gestion durable des ressources du domaine forestier, aussi bien le sol, l'eau, la flore et la faune. L'expérience algérienne dans ce domaine reste pionnière. Le barrage vert d'aujourd'hui
a pris d'autres initiatives, est parti sur d'autres approches, et c'est l'approche participative d'une, l'approche écologique, c'est-à-dire le respect de l'environnement naturel, la diversification des espèces à mettre, et surtout, l'association population barrage vert. Objectif, assurer la pérennité et garantir une production soutenue des biens et services pour le bénéfice des populations locales et de l'économie nationale. Investir dans les terres saines dans le cadre d'une reprise verte est une décision économiquement judicieuse, non seulement en termes de création d'emplois et de rétablissement des moyens de subsistance, mais aussi pour protéger les économies des futures crises causées par le changement climatique. Ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est un monde que nous voulons construire ensemble. Et notre présence aujourd'hui dans la wilaya de Msila, c'est une petite étape, c'est la première étape, parce que ce que nous voudrions faire, c'est arriver à mobiliser des fonds, arriver à mobiliser un fonds considérable auprès du Fonds pour le climat vert. Toujours en matière de lutte contre la désertification, une campagne de plantation 2019-2022 a déjà été lancée par le gouvernement et qui consiste à planter 43 millions d'arbres sous le slogan « Reboiser, un devoir national ». Et rationaliser l'eau est un devoir national également. On vous parle de ces deux stations de pompage d'eau potable au niveau des deux daïras de Gdeyel et de Ouetlila Taouran. Le ministre des Ressources en eau, Kamel Mehoub, a supervisé le lancement de ces deux stations. Les détails avec Rama Amari. La ville d'Oran se dote de 2 nouvelles stations de pompage d'eau potable. Ces installations visent principalement à améliorer l'approvisionnement en eau et soutenir la distribution d'eau dans les daïras limitrophes de Ouetlilat. Notre stratégie est de diversifier les ressources en eau. Nous utiliserons l'eau issue du dessalement de l'eau de mer, ce qui est plus rentable. Il y a eu des consultations l'année passée avec le staff lors du début de la perturbation de la distribution de l'eau potable et nous espérons que d'ici le mois de juillet prochain, tout rentrera dans l'ordre. Pendant sa visite dans la capitale de l'Ouest, le ministre des Ressources en eau, Mustafa Kamel Mihoubi, a également inspecté différents projets relevant de son secteur, tout en insistant sur le respect des délais de réalisation pour assouvir la soif des habitants. Et au moment où l'eau se fait de plus en plus rare, l'importance de rationaliser sa consommation devient une nécessité. À Boufarik, des agriculteurs sont convaincus par une nouvelle plateforme qui leur permet, vous allez le voir, d'économiser l'eau utilisée dans l'irrigation. Une plateforme qui fournit aux agriculteurs plusieurs informations, lesquelles réponses dans ce reportage de Nesselim Ben Saïd. Exploitant agricole depuis plusieurs années, Mohamed vient d'opter pour le système de l'irrigation intelligente, une plateforme d'irrigation innovante capable de gérer de façon précise la quantité d'eau utilisée. J'ai bien compris le principe de ce système. C'est une plateforme qui va permettre d'économiser de l'eau. L'agriculteur aura des informations précises sur les besoins en eau. Initié par le ministère des Ressources en eau et l'Office national de l'irrigation et du drainage, ce projet consiste à installer des capteurs d'humidité placés à des endroits stratégiques autour du champ qui, après analyse de plusieurs paramètres, pourra fournir aux agriculteurs des recommandations précises et fiables sur le moment et avec quelle quantité ils doivent irriguer leur culture. Il faudrait savoir que le Mitija Centre en lui-même dépasse les 7000 hectares de superficie équipée, donc c'est vraiment un potentiel très important. Donc on s'est déplacé vers l'Oranie, la région du Habra et le Moyen Chélif. Donc on a sollicité les agriculteurs, on les a incités à adopter ce système. Il y a eu beaucoup c'est-à-dire il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui sont d'accord. D'ailleurs, eux-mêmes, ils se sont déplacés vers cette boîte, ce bureau d'études, justement pour avoir d'amples informations. Propriétaire d'une parcelle de 8 hectares dédiée à la culture des agrumes, encadrée par des ingénieurs, Mohamed devra d'abord procéder à des essais pour une meilleure maîtrise de ce processus.
Je vais d'abord procéder à des essais pour voir la quantité d'eau économisée. Nous allons irriguer 4 hectares à partir du système goutte à goutte et 4 hectares via ce nouveau système. Il va être installé systématiquement, comme il a expliqué l'agriculteur. Il y aura des parcelles qui vont être expérimentées. On va installer ces capteurs pour voir, c'est-à-dire le résultat qui va être apporté. Bon, on est confiant que ça va être un résultat très bénéfique. L'irrigation intelligente ou de précision, un défi qui permettra une utilisation plus efficace de l'eau pour un développement agricole durable, un projet qui n'attend qu'à être mis en place sur le terrain. Voilà pour ce volet consacré à la journée internationale de lutte contre la désertification. Une information maintenant qui va certainement intéresser tous ceux qui s'apprêtent à passer leurs vacances en Algérie. Un référendum d'entente a été signé aujourd'hui entre l'Office national du tourisme, ONT, l'Office national algérien du tourisme, l'ONAT et le groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme, HTT, pour l'unification de leurs efforts et le renforcement de leur complémentarité en vue d'une saison estivale réussie. La cérémonie a été présidée par le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Bourazi, qui a rappelé la nécessité d'atteindre l'excellence dans le domaine du tourisme, un secteur vital et générateur de richesse et d'emplois. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 382 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 245 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Dans l'actualité internationale maintenant, le secrétaire général espagnol chargé de la promotion de l'image extérieure de l'Espagne, Manuel Muniz, a rappelé la position de Madrid sur le Sahara occidental qui n'a pas changé et ne changera pas malgré les relations très tendues avec le Maroc et la pression que exerce le Maroc sur l'Espagne pour pousser son pays justement à reconnaître sa prétendue souveraineté sur les territoires sahraouis. On termine ce journal avec une belle rencontre, celle de Nassima Zahir. L'artiste a plusieurs casquettes et maîtrise différentes disciplines, mais son premier coup de cœur reste la céramique, nous dit Yasmine Messaoudi. Poterie, art graphique ou encore céramique, des techniques que Nassima Zahir maîtrise à la perfection. Depuis son jeune âge, elle est bercée dans un environnement artistique et manuel. Aujourd'hui, elle a pu faire de sa passion son métier. في أواخر التسعينات بدأ الاحتكاك والاهتمام بهذا المجال ومن بعد C'est un métier qui avait le vent en poupe à la fin des années 90. C'est comme cela que j'ai décidé de suivre une formation dans le domaine. J'ai vite compris que je ne pouvais compter que sur moi-même. J'ai eu l'occasion d'être formée dans différents domaines. Je reste toujours ouverte à la recherche, à la découverte et à l'apprentissage. C'est dans cet atelier créé en 2014 que cette artiste donne vie à des œuvres d'art uniques. Un atelier où elle travaille seule en semaine et qu'elle partage avec beaucoup de plaisir le week-end à travers des formations de courte durée ouvertes aux amateurs. Je suis contente car j'ai appris beaucoup de choses. La créativité. Je n'avais aucune connaissance dans le domaine et petit à petit j'ai pu apprendre. J'aime tout ce qu'elle fait. L'art de la céramique est un art magique, car je le dis tout le temps, c'est un art qui nous enseigne la patience surtout. Des projets plein la tête, Nassima Zahir espère pouvoir représenter l'Algérie dans des salons et des expositions à l'étranger grâce à ses créations inédites. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.